La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. C'est en avril de cette année que le premier bébé éprouvette belge a vu le jour. On procède sous microscope à la fécondation, d'où le nom bébé éprouvette. Il y a ce danger puisqu'on a vu aux États-Unis qu'on avait voulu utiliser du sperme de donneur prix Nobel. La vie peut-elle commencer dans une éprouvette, dans un tube, au fond d'un laboratoire ? Une vie humaine peut-elle être créée avec une pipette et un microscope ? Jusqu'en 1978, cette idée relevait de l'utopie, et même souvent de la dystopie. Puis on a réussi la première fécondation in vitro au Royaume-Uni et 4 ans plus tard, les premiers bébés éprouvettes naissaient en Belgique. Histoire d'un progrès majeur de la médecine, histoire aussi d'un débat éthique aux confins de la vie. La première, l'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Retour donc sur une première aujourd'hui, la première fois qu'on a réussi en Belgique une naissance issue d'une fécondation in vitro. C'était en juin 1983, 5 ans après la naissance de Louise Brown, qui était le tout premier bébé éprouvette. Comme on disait alors, c'était au Royaume-Uni. Une avancée médicale majeure dans la prise en charge de l'infertilité qui a bouleversé notre rapport à la vie humaine, ouvert de grands espoirs pour les couples qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants un peu partout dans le monde. Et dans cette histoire, on le verra, la Belgique, si elle n'a pas été la première donc, a tout de même été à la pointe. La fécondation in vitro ouvre de grands espoirs, mais aussi de grandes craintes. Une foule de questions éthiques naissent en même temps que les premiers bébés éprouvettes. Quel est le statut de cet embryon créé en laboratoire ? Est-ce déjà une vie humaine ? Le mystère de la vie n'est-il pas en danger ? Pourra-t-on fabriquer son enfant sur commande, sélectionner son sexe, son quotient intellectuel, la couleur de ses yeux ? Oui, revenir sur la première fécondation in vitro en Belgique, c'est donc aussi prendre le temps d'évoquer 40 ans d'évolution de la médecine reproductive. Qu'est-ce qui a évolué depuis ce moment ? Qu'est-ce qu'il reste comme limite à franchir ? Et puis en matière éthique, quel bilan tirer de près d'un demi-siècle de ces pratiques ? Pour en parler avec nous, 2 médecins qui ont vécu de près cette avancée médicale et qui sont tous les 2 devenus des sommités dans leur domaine. Le docteur Luc Rogiers, bonjour. Bonjour. De l'UCL, vous avez été chef de clinique, vous êtes pédopsychiatre et vous avez enseigné l'éthique biomédicale ou l'éthique clinique et vous avez été dans plusieurs comités de bioéthique qui ont dû affronter une série de questions liées à cette fécondation in vitro. Et puisque c'est un sujet éthique, on a invité aussi un médecin de l'autre pilier universitaire, l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, c'est Yvon Angler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, vous avez beaucoup travaillé sur les techniques de procréation assistée. Vous avez d'ailleurs fondé la clinique de la fertilité à l'hôpital Erasme. Vous avez également siégé au sein de nombreux comités éthiques. Alors, peut-être pour commencer, le souvenir que vous avez, vous tous les 2, de l'annonce de ces premières naissances, ou peut-être de celle de Louise Brown, au Royaume-Uni, c'était en 1978, qui a été très médiatisée. Alors, je pense qu'aucun des 2 ne pratiquait déjà à l'époque comme psychiatre ou comme gynécologue. Mais est-ce que ça jouait un rôle, Luc Rogiers ? Est-ce que vous vous en souvenez de ces annonces ? Oui, ce dont je me souviens bien, c'est qu'on en parlait depuis longtemps, depuis des années. Le simple fait d'appeler ça bébé éprouvette montre bien le parfum de transgression de l'époque. On liait ça au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui a été fort influencé par les premiers travaux à l'époque. Et ce qui était vraiment étonnant, c'était le gap entre cette ambiance sulfureuse et au fond la simplicité de cette naissance, cette Louisa Brown qui avait été conçue au fait médicalement, mais enfin, je veux dire, les parents étaient assez rassurants. C'était la classe moyenne, c'était des personnes qui souffraient vraiment de leur infertilité. Toutes les interviews, enfin tout ce qui passait à l'époque, ça normalisait un petit peu l'événement, ça apaisait beaucoup. Moi, j'étais student à l'époque, je terminais mes études de médecine, je voulais déjà faire la psychiatrie, j'étais passionné par tout ce qui concerne la conception grossesse-naissance, donc ça m'a boosté certainement. Yvon Angler, vous étiez aussi étudiant au moment de ces premières naissances de bébés nés de fécondation in vitro. Comment est-ce que vous l'avez perçu à ce moment-là ? Et quel impact ça a eu pour vous ? Donc c'est peut-être deux sentiments distincts. Le premier, c'est évidemment
la perception qu'on change de monde, que c'est un événement majeur, et on aura probablement l'occasion d'y revenir dans la discussion, je pourrais expliquer pourquoi. C'est une technique disruptive par rapport à tout ce qu'on faisait à l'époque, qui était essentiellement de la chirurgie de réparation. Enfin, on faisait ce qu'on pouvait, mais les traitements de fertilité n'étaient pas très efficaces, en tout cas laissaient beaucoup de déceptions, de déçus. Et donc voilà, dans le milieu, on était fébrile autour de cette évolution, alors que pour le grand public, ça a été un peu comme une bombe. On se replonge justement dans la manière dont cette information a été reçue par le grand public. On se replonge dans nos archives. Eh bien, une première en Belgique. Une petite fille est née lundi dernier à l'hôpital universitaire de la VUB à Jette. La maman et la petite fille sont en bonne santé. Tout cela n'est pas neuf, me direz-vous, cela arrive très fréquemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit du premier bébé éprouvette né en Belgique. Cette naissance s'est déroulée dans le cadre du service de fertilisation in vitro mis au point par la VUB. Quand Jean-Pierre Gallet annonce la naissance du premier bébé éprouvette en Belgique, nous sommes le 26 novembre 1983. Pourtant, cette première naissance belge n'est en réalité pas une première. Car déjà, quelques mois auparavant, au mois de juin, le docteur Ivo Brozen de l'université de Leuven avait réussi cet exploit. Mais peut-être à cause des controverses internes à cette institution catholique, il n'en avait pas fait grande publicité. Durant le mois de juillet, c'est au tour de l'hôpital public de la ville de Bruxelles, l'hôpital Saint-Pierre, de parvenir à une fécondation in vitro. Une véritable course au bébé éprouvette qui tient autant à la concurrence des universités belges qu'à la soif de progrès médical qui anime alors les médecins. Et puis donc, enfin, à la fin de l'année 1983, c'est au tour de l'UZ VUB de Jette. L'hôpital de la VUB à Jette-Bruxelles, à l'unité de fertilité, se retrouvent des femmes qui ont du mal à être enceintes. Soit leurs trompes sont bouchées, soit le sperme reçu n'est pas suffisant pour une fécondation. À partir de spermatozoïdes congelés conservés dans ces tubes, ou bien frais, donnés par le père, et de l'ovule prélevé par la parascopie sur la mère, on procède sous microscope à la fécondation, d'où le nom bébé éprouvette. En fait, à la fusion des cellules mâles et femelles. Il faut 2 jours pour que l'ovule fécondé se divise en 2, en 4 puis en 8. C'est à un de ces stades qu'on le réimplante par le vagin dans l'utérus de la femme. Et là se situe toute la difficulté. Il faut que cette grosse cellule continue à se diviser et à se développer à l'intérieur du corps de la future maman en se fixant bien aux parois de la matrice. En 1983, la réussite des premières fécondations in vitro est vécue comme un immense progrès médical dans la lutte contre l'infertilité. Nous sommes 5 ans après la première mondiale réussie au Royaume-Uni par le Dr Edwards et le Dr Steptoe, qui ont permis la naissance de Louise Brown. Une petite fille est née hier soir en Angleterre, une petite fille déjà célèbre qui fait l'orgueil du corps médical et de ses parents. Cette petite fille est en effet le premier bébé au monde à avoir été conçu en dehors du corps de sa mère. C'est pourquoi on l'appelle le bébé éprouvette. Le pionnier de cette méthode est le docteur Patrick Steptoe, un chirurgien. Il a réussi à extraire un ovule de l'organisme de la mère, Madame Brown, et à le féconder en laboratoire avec le sperme du mari. Pendant 5 jours, l'ovule fécondé... La naissance de Louise Brown suscite un intense battage médiatique. Le Daily Mail obtient ainsi l'exclusivité des photos de l'enfant et de l'interview des parents, pour une somme inédite à l'époque, 325 000 livres. Prouesse technique, promesse d'une médecine qui triomphe des limites de la vie, la naissance de Louise Brown entraîne dans son sillage l'espoir de milliers de couples qui ne peuvent avoir d'enfants. Mais réussir une fécondation en laboratoire avant de réimplanter l'embryon dans un utérus reste inaccessible dans la plupart des pays. L'Inde y parvient en 1978 aussi, puis les États-Unis en 81, la France en 82 et assez vite la Belgique donc en 1983. Mais si le progrès médical est évident,
les craintes qu'il suscite le sont aussi. Bonsoir à tous. Jusqu'à ce jour, de par le monde, une centaine d'enfants sont nés grâce à un processus appelé fécondation in vitro avec transplantation de l'embryon. Autrement dit, plus simplement, ils sont ce que l'on a appelé des bébés éprouvettes. C'est en avril de cette année que le premier bébé éprouvette belge a vu le jour à la KUL, à Louvain. Depuis lors, il y en a eu d'autres, à la VUB et à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Alors, est-ce un espoir pour les couples stériles ou au contraire un pas vers une société déshumanisée, concentrationnaire? La question est grave, comme est grave la question que l'on peut se poser aussi après la découverte de certains procédés permettant éventuellement de sélectionner le sexe d'un enfant avant sa naissance. Avec la fécondation in vitro, c'est le spectre d'une médecine eugéniste qui sélectionne les meilleurs embryons, ceux issus de donneurs triés sur le volet. Une polémique va particulièrement susciter l'attention. 2 ans après la naissance de Louis Brown, donc en 1980, l'homme d'affaires américain Graham Nash crée une banque de sperme en Californie. Objectif avoué, sauver l'Amérique du déclin et de la médiocrité en récoltant le sperme de prix Nobel, de sportifs et de scientifiques. Et puis, Nash sélectionne aussi des femmes avec un QI supérieur à la moyenne pour bénéficier des inséminations. La polémique enfle et un vaste débat moral s'installe alors. Est-ce qu'il n'y a pas pour la tentation pour certains, disons, de vouloir parfaire la race en créant des sortes de génies avec des banques de sperme ou des banques d'ovules de surdoués? Mais effectivement, il y a ce danger, puisqu'on a vu aux États-Unis qu'on avait voulu utiliser du sperme de donneurs prix Nobel. Dans le cas présent, nous savons que dans les institutions où existent des cliniques d'implantation in vitro, de fertilisation in vitro, il y a aussi des comités éthiques qui interviennent et qui régissent la manière dont on procède. Et puis, il faut également espérer que jamais nous n'en viendrons à vouloir sélectionner du sperme de donneurs particuliers et des ovules de donneuses particulières pour améliorer la race, car ça rappelle étrangement ce que nous avons connu pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les races de reproduction de Hitler. Je vous remercie beaucoup. Comme dans la question de l'avortement ou de l'euthanasie, la médecine est confrontée à la question des limites de la vie. Un débat qui pousse le Vatican à prendre position en 1987. Les bébés éprouvettes, les mères porteuses, l'insémination artificielle, c'est ce qu'on appelle les nouvelles techniques de procréation. De nouvelles techniques qui ont évolué, il faut le dire, beaucoup plus rapidement que la morale. Jusqu'ici, l'Église catholique ne s'était pas prononcée officiellement sur ces nouvelles questions de société. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Le Vatican a publié un document signé par le cardinal Ratzinger et approuvé par le pape. C'est une confirmation de la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est non à toutes les techniques qui séparent la procréation de l'acte conjugal. Autrement dit, c'est non à toutes les techniques artificielles. Le risque d'eugénisme par sélection des embryons n'est cependant pas le seul sujet éthique qui s'invite. Celui du bien-être de l'enfant à naître se pose aussi. En particulier suite aux premiers embryons adoptés, c'est-à-dire des embryons implantés dans des mères porteuses où l'ovule et le spermatozoïde ne proviennent d'aucun des conjoints. En Italie, on vient de réussir la réimplantation d'un embryon de l'utérus d'une femme dans celui de sa sœur, qui était stérile. Le bébé est né, il se porte bien. En fait, il a 2 mamans. Mais ce n'est pas tout. Dans quelques semaines, à l'hôpital de la VUB à Jette, une femme va mettre au monde un bébé fécondé à partir de cellules reproductrices qui ne sont ni d'elle, ni de son mari. Un véritable embryon adopté. Au milieu des années 80, la question s'élargit et devient jusqu'où doit aller le désir d'enfant, alors que les nouvelles parentalités émergent, les familles recomposées, les femmes seules, les couples homosexuels. Exemple, ce débat de l'émission L'écran témoin de 1987, où après les questions liées au risque d'eugénisme ou du statut de l'embryon, l'enjeu central est bien celui du modèle familial.
Moi, je crois qu'on est un petit peu au cœur d'un gros débat qui est jusqu'où va le droit à l'enfant. Est-ce que la société est là pour répondre à tous les désirs d'enfants et reconnaît à chacun le droit à avoir un enfant? Bon, ou bien est-ce qu'on ne devrait pas peut-être aussi développer en parallèle une réflexion sur le droit de l'enfant? Si le médecin se doit d'intervenir et se doit de faire intervenir ses connaissances pour pouvoir résoudre un problème de couple, je crois qu'il doit également avoir droit d'intervention sur la décision du couple dans son désir de grossesse. Mon expérience de médecin m'a appris qu'il faut se poser en juge le moins souvent possible et se garder de croire que l'on sait mieux que les autres ce qui est bien pour eux. Parce que je crois que pour un enfant, ça n'a pas beaucoup d'importance que ses parents n'aient pas un certificat de mariage en bonne et due forme signé par un maire. Alors quand il s'agit d'un couple de 2 femmes ou de 2 hommes, puisqu'il a été question aussi de donner des enfants aux homosexuels hommes, je crois que là, le problème pour l'enfant peut être très différent, parce que je m'en aperçois tous les jours. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère, et pas de 2 mères. Oui. Alors, les 2 mères vous diront, et comme elles me l'ont dit, un enfant a besoin d'être aimé par 2 personnes. Ça n'est pas important que ce soit un homme et une femme, ou 2 femmes, mais nous n'allons pas entamer ce débat-là précis. Les questions éthiques ouvertes à l'époque ont conduit la plupart des pays à encadrer la pratique dans des lois pour éviter les dérives. Par exemple, l'anonymat des donneurs de sperme et d'embryons pour éviter la sélection. Depuis Louise Brown en 1978, on estime en tout cas que 10 millions d'enfants sont nés d'une fécondation in vitro dans le monde. La première, l'histoire continue. On évoque donc ces premières naissances par fécondation in vitro en Belgique en 1983. D'abord, une première question pour vous, Yvon Angler. Pourquoi est-ce que c'est à ce point une avancée technique? Pourquoi c'était si difficile à réaliser? Qu'est-ce qu'il a fallu relever médicalement comme défi? C'est ce qu'on appelle une technique disruptive, c'est-à-dire qu'on change complètement la logique de l'approche médicale par rapport à tout ce qu'on a fait avant, qui était essentiellement destiné à essayer de corriger autant que l'on pouvait les problèmes à l'origine de la difficulté de concevoir. Des médicaments pour améliorer l'ovulation, des techniques chirurgicales pour traiter l'obstruction des trompes qui sont très fréquentes dans les années 70 parce qu'on est après la grande époque de la libération sexuelle avec une montée des maladies sexuellement transmises, dont une séquelle classique est la stérilité par obstruction des trompes, et la chirurgie de réparation des trompes fonctionne mal. C'est d'ailleurs initialement pour répondre à cette question de stérilité tubaire que la fécondation in vitro va être investie au niveau de la recherche. Alors techniquement, au fond, au lieu de faire tout ça, on prend les cellules des futurs parents, et on modifie ces cellules au laboratoire pour en faire un embryon qu'on replace. Et donc, on est dans une approche qui est radicalement différente et qui est pratiquement inconnue de la médecine à l'époque. Aujourd'hui, au fond, la fécondation in vitro a été une technique innovative qui a fait, sans vouloir faire de jeu de mots stupides, des enfants dans d'autres domaines. Les enfants bulles, dont on modifie les globules blancs pour leur redonner une capacité immunitaire. En cancérologie, il y a maintenant des traitements immunologiques dans lesquels on prend les globules blancs dans des cancers liquides que l'on transforme au laboratoire pour les rendre plus agressifs contre les tumeurs et qu'on replace chez les patients. À l'époque, c'était complètement inconnu. Et donc, les questions devant lesquelles on était étaient aussi complètement nouvelles pour nous. On avait l'habitude de faire attention à la stérilité, pas mettre des microbes quand on faisait de la chirurgie, mais la toxicité cellulaire, le respect de la pression en oxygène, la température qui doit être très bien réglée au laboratoire, étaient toutes des questions que les biologistes connaissaient bien. Parce que dans votre reportage, c'est Patrick Steptoe dont on parle en Angleterre. Mais c'est le docteur Edwards. Bah oui, le vrai père, c'est le biologiste, évidemment. C'est celui qui amène des techniques qui ont été développées chez l'animal. Et c'est lui qui finira
légitimement, me semble-t-il, par avoir le prix Nobel. Alors, Luc Rogiers, vous êtes, quant à vous, pédopsychiatre. On annonce dans le récit que la première, c'est Luzette de Jette, à l'époque, dans les archives de la RTBF. On ne parle pas, on n'a pas de trace de la première naissance en Belgique qui se déroule à la KUL, à Leuven. C'est quand même, je trouve interpellant que c'est dans une institution catholique qui a eu lieu la première naissance. Et je vous pose la question parce que vous avez été professeur à l'UCL. Oui, en fait, c'est assez significatif, évidemment. Il faut bien dire, c'était une autre époque. L'épiscopat faisait partie du pouvoir organisateur des universités. On rigolait pas vraiment. Il y avait des questions vraiment d'autorité. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était dans une période de confusion au niveau de la politique vaticane, parce que vous avez un ovni à l'époque, un pape qui a régné 1 mois, mais juste à ce moment de l'arrivée de Louisa Brown. Et ce pape, en fait, c'est le seul qui s'était d'ailleurs manifesté avant, étonnamment, comme favorable à la contraception, parce que, estimait-il, ça va améliorer l'accueil des enfants et l'harmonie familiale. C'est Jean-Paul Ier, donc. Oui, Jean-Paul Ier. Et puis, voilà, il a juste eu le temps de féliciter. Et puis, il est mort, quoi. Ouais. Et après a été nommé un Polonais qui était enraciné dans le conservatisme. Jean-Paul II. Dogmatique, et bon, qui avait des combats qui étaient beaucoup plus urgents que se prononcer sur ces questions de début de vie. Et qui a d'ailleurs confié à un encore plus conservateur que lui le soin de développer une dogmatique. Et c'est Joseph Ratzinger. Qui est devenu pape par après. Voilà. D'accord. Mais donc la KUL et l'UCL, à ce moment-là, elles ont suivi quelque part le progrès médical. Elles ont même participé, étaient la première. C'est quand même assez étonnant et peut-être été contre le Vatican. Ça a été un bras de fer. Vaincre l'infertilité n'était la priorité de personne dans le monde. C'est-à-dire que on est tous prêts à dire la souffrance, il faut de la compassion, y compris les religions. Mais l'infertilité a toujours eu un statut à part. Et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Ça veut dire que tant la religion, elle disait, essayez de donner sens à votre vie autrement. Vous aviez beaucoup de psychanalystes à l'époque qui disaient, c'est un produit de votre inconscient, vous venez sur le divan et tout, et vous allez. Mais aussi dans le milieu médical, on disait, il y a d'autres priorités, et au fond, c'est quand même pas le plus sérieux. Et les personnes infertiles, encore aujourd'hui, se sentent souvent très seules par rapport à tout ça. Et donc, voilà, un certain nombre de gynécologues sensibilisés, parce que confrontés au quotidien avec cette souffrance, on dit, mais enfin, pourquoi ne pas prendre au sérieux, finalement, et utiliser ces techniques ? Yvon Anglais, vous faites partie de ces gens, ces gynécologues qui ont pris au sérieux la question de la fertilité. Est-ce que, on l'a entendu, la Belgique n'a pas était pas dans les premiers pays, mais est-ce que la Belgique a été pionnière sur ces questions-là et sur ces techniques ? D'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'elle n'a pas été dans les premiers pays, elle n'a pas été la première. Mais en 83, il n'y en a pas eu tellement. Il n'y a pas un grand nombre de naissances. Il y a un pays qui est extrêmement important et qui n'a pas été cité, c'est l'Australie, parce que c'est en Australie que les premières grossesses avec stimulation de l'ovulation, c'est-à-dire avec plusieurs œufs, ont été obtenues, qui a eu des conséquences en cascade, c'est-à-dire la possibilité de congeler les embryons a été pour la première fois possible en Australie. Le fait de donner un ovocyte ou un embryon à une femme qui ne pouvait pas produire ses propres œufs a été fait en Australie. Et ça, c'est 1980-1981. Donc nous avons été 2 jeunes médecins de l'ULB à être envoyés, l'un en Australie et moi en France, pour apprendre. Donc moi j'étais dans l'équipe où a eu la première naissance française à Clamart, et on est revenu en Belgique avec les premiers résultats. La Belgique a été quand même un acteur important, je pense, qu'on peut le dire rétrospectivement. Il y a évidemment la micro-injection d'un spermatozoïde, c'est-à-dire la possibilité d'une vraie révolution dans les subfertilités masculines pour lesquelles on avait, il faut bien le reconnaître, pratiquement rien de disponible. Et puis il y a cette négociation avec le ministère de la Santé qui permet de rembourser, donc de faciliter l'accès
à un traitement qui est quand même coûteux à l'époque, en échange d'une politique de restriction du nombre d'embryons qu'on replace pour éviter les grossesses multiples qui s'accompagnent de beaucoup d'accouchements prématurés avec des histoires parfois dramatiques et lourdes financièrement. Vous pouvez expliquer ça de manière plus claire ? Donc, avec le développement de la stimulation de l'ovulation, une partie de l'augmentation du succès de la fécondation in vitro a été obtenue dans les années 80 en remettant plusieurs embryons. Parce qu'on savait que la plupart des embryons humains, et ça c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est la biologie humaine, la grande majorité des embryons ne donneront pas des enfants, vont arrêter très précocement leur développement. Ce que tout le monde connaît qui est la fausse couche, c'est la fin d'un processus d'arrêt de développement, alors qu'il y en a beaucoup d'autres bien avant dont on ne connaissait même pas l'existence, puisqu'il ne donnait aucun signe chez la femme qui avait été transitoirement enceinte. Donc on en a remis plusieurs. Du coup, un certain nombre de succès se sont accompagnés de grossesses multiples, des jumeaux, des triplés, parfois plus. Et donc, il y a eu très vite une prise de conscience qu'au fond, on faisait dans un certain nombre de cas plus de mal que de bien. Et il y a eu beaucoup de travail pour essayer de mieux identifier quel est l'embryon chez qui ça va marcher pour en remettre moins. Et alors, on a été en Belgique avec les Scandinaves, les premiers à mettre réellement sur pied une politique de limitation du nombre d'embryons replacés pour que on soit le plus proche possible de ce qui est la biologie humaine, c'est-à-dire que l'utérus est fait pour un fœtus et pas pour 4. La première, l'histoire continue. On continue à évoquer cette avancée médicale majeure qui a été la réussite de la première naissance d'un bébé issu d'une fécondation in vitro. Luc Rogiers, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, vous avez enseigné notamment l'éthique médicale à l'UCL. Alors, on a évoqué un peu les aspects techniques de cette impressionnante nouveauté médicale, mais il y a évidemment les aspects éthiques, on en a beaucoup parlé dans les années 80. Alors il y a eu notamment ce débat sur le risque d'une médecine eugéniste. Comment est-ce que on a fait pour mettre en place des garde-fous, pour éviter ces dérives de sélection ou du sexe ou même du QI, puisqu'il y avait cette histoire qu'on a entendue dans le récit de cette banque de sperme de prix Nobel aux États-Unis, bon, qui a fait, finalement, elle n'a pas duré des années et elle s'est écroulée d'elle-même. Mais enfin, certains voulaient comme ça créer des surdoués. Comment est-ce qu'on a fait, nous, en Belgique, pour encadrer tout ça ? Mais d'abord, pour bien comprendre ce débat de l'époque, il faut se rappeler que pendant la même période, on développait le diagnostic prénatal. Et donc, cette espèce de télescopage, si vous voulez, entre l'idée, qui est fondamentalement une idée eugéniste privée, de vouloir, au sens littéral, l'arrivée de l'enfant dans la meilleure des conditions, pouvait aussi rencontrer une possibilité, au fond, très précoce d'accès, et d'accès facile à l'embryon, et donc tous les fantasmes qu'on avait à l'époque et qui se sont pas réalisés, de trier assez facilement, au fond, les embryons, pas uniquement en fonction des pathologies et où est la limite de la pathologie, mais en fonction du désir des parents. On a beaucoup parlé de l'instrumentalisation de l'enfant au service des parents, en oubliant peut-être un petit peu que de tout temps dans l'histoire, dans la parentalité, l'enfant a été instrumentalisé d'une façon ou d'une autre et que l'enfant est toujours au service du bonheur des parents. Et il y a 200 ans, il allait au champ et c'était des bras, etc. Et puis, dans le XXe siècle, est arrivée cette idée de gratification plutôt affective. Et donc, on a beaucoup développé cette idée et ça a couru dans beaucoup de débats, ce souci de ne pas développer ce qu'on appelait le droit à l'enfant, on l'entendait dans votre reportage, qui pouvait éventuellement aliéner l'enfant, restreindre un petit peu ses possibilités. Mais donc, voilà, c'était pas tout à fait faux, mais en fait, les techniques de procréation assistée n'ont rien apporté de véritablement nouveau, mais ont au contraire plutôt polarisé le débat et amené un petit peu ce souci-là. Alors, pour répondre à la question, donc, on n'est jamais arrivé
où on peut dire on est totalement arrivé dans une société eugéniste, on est perfusé de ça, parce que tout le monde aujourd'hui a le NIP test, le test prénatal non invasif remboursé. Hein, oui, le NIP test, c'est ce qui permet de savoir quel est en fait le code génétique d'un enfant et de savoir s'il y a, enfin pas tout à fait, en tout cas de savoir s'il y a un problème et éventuellement d'interrompre une grossesse. Oui, je ne parle pas de le code génétique, hein, une certaine intégrité chromosomique, mais donc c'est déjà un gros pas en avant pour éviter les malformations. Et voilà, donc personne n'est choqué véritablement de tout ça. Donc c'est entré dans nos mentalités. Et au fond, on a vu en Belgique particulièrement, on n'a jamais dépassé certaines limites. Depuis le début, il y a eu assez bonne communication et un exercice extrêmement raisonnable de ces pratiques en lien avec les demandeurs. Et la création, en fait, des comités d'éthique, on n'en a pas encore parlé, mais qui est conjointe de ce problème-là et de tous ces débats. Hein. Donc, ça a amené à accélérer un petit peu l'organisation, a permis aussi de favoriser un petit peu ces échanges. Et on peut dire globalement que bien avant qu'on ait mis une législation, ces limites, elles ont été éprouvées spontanément et une de ces premières limites et qui est toujours en vigueur en Belgique, qui est peut-être avec la France un des pays les plus remarquables, c'est d'avoir évité la commercialisation de ces aspects techniques. Oui, ça c'est un aspect important, la commercialisation. Bon, il y en a beaucoup, Yves Anglaire, de questions éthiques qui ont été ouvertes. Vous avez été, vous aussi, dans ces comités éthiques qui ont dû discuter et puis prendre une série de positions. Alors, un autre sujet dont on a peut-être un peu moins entendu parler dans le récit parce que il y avait beaucoup d'archives, il a fallu sélectionner, mais là on est là pour en parler, c'est le statut de l'embryon. C'est-à-dire qu'on se demandait, tiens, est-ce que 2 cellules, 4 cellules qui commencent à former la vie, c'est déjà une vie humaine, oui ou non? Il a fallu trancher ce débat. D'une certaine façon, oui. Donc peut-être un tout petit mot sur l'eugénisme. Les banques de prix Nobel ont simplement cristallisé le fait que c'est un mensonge et que, bien entendu, c'est pas parce qu'on est descendant ou collatéral d'un prix Nobel qu'on est on va faire des enfants intelligents. Mais qu'on va faire des enfants intelligents. Donc il y a évidemment une escroquerie. Le seul point qui reste d'ailleurs un point sensible, c'est le choix du sexe. Parce que ça, c'est une possibilité technique assez simple. D'ailleurs, c'est un vrai problème dans un certain nombre de pays d'Asie qui montre qu'on n'a pas besoin de la technologie pour faire de la sélection du sexe. Hein. Les Indiens et les Chinois ont des régions dans lesquelles ils ont des déséquilibres majeurs et c'est pas du tout avec les techniques modernes. Donc, comme l'a dit Luc Rogiers, c'est pas la technique qui crée la question, c'est le fonctionnement humain qui crée la question. Mais on pourrait, et là, le législateur belge a tranché puisqu'il autorise la sélection d'embryons d'un sexe particulier que dans le cadre de la prévention d'une maladie majeure, puisqu'on sait qu'un grand nombre de maladies génétiques sont liées au sexe, c'est-à-dire atteignent les garçons. Donc si le père ou la mère... Alors on peut faire un diagnostic de sexe qu'on ne fait déjà pratiquement plus, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de regarder si la maladie est là ou pas. Mais à l'époque, c'était pas vrai. Et donc, ça a été encadré par la législation qui a effectivement abordé la question du statut de l'embryon, de ce qu'il peut faire. Alors, il y a un avis du comité d'éthique qui a été un avis quand même très difficile, parce que là, on touche évidemment aux grandes familles philosophiques de notre pays, de se positionner sur quel est le statut de l'embryon. Oui. Alors, la création de la vie, on ne la crée jamais. Hein, elle se transmet d'un individu à ses cellules reproductrices, des cellules reproductrices à l'embryon, de l'embryon à l'individu de la génération suivante et éternellement. Donc, on ne crée jamais la vie. On donne un statut, et ça, c'est un choix philosophique dans une société, de dire, voilà, quelle protection on donne aux spermatozoïdes et aux ovules, quelle protection on donne à l'embryon de 4 cellules, quelle protection on donne au fœtus de 4 mois et à l'enfant né. Et là, on n'est non plus dans la science, mais dans la sociologie et la politique et l'éthique d'une société. Et il me semble, 40 ans plus tard, qu'on ne s'est pas si mal débrouillé, que notre société n'est pas devenue
l'enfer d'une société totalitaire comme on nous l'a agité sous le nez à l'époque. Oui, Luc Rogier, je vois de l'UCL, je vois que vous opinez du chef, parce que vous avez dû dialoguer avec Yvon Angler dans certains comités d'éthique sur le statut de l'embryon. Ça, pour l'Église catholique, c'était une question très importante, d'autant qu'elle se faisait en parallèle des débats en Belgique dans les années 80 sur l'avortement, où là aussi se pose la question à partir de quand il y a une vie qu'il faut protéger ou non. Mais je viens surtout de travailler avec Yvon Angler sur la question de l'extension de l'avortement pour rencontrer la vulnérabilité. Et je pense que sur ce fil-là, si vous me posez la question personnellement, moi je me sens assez proche. Et c'est d'autant plus facile que les positions, comme je disais, de l'Église catholique sont tellement extrêmes de devoir, selon l'instruction de Novité et l'encyclique Evangelium Vitae, considérer l'embryon, depuis la fécondation, comme une personne. C'est ça. Ce qui est tout à fait contre-intuitif. Il n'y a plus personne qui adhère à ça. Donc, forcément... Enfin, en Belgique, voilà, en tout cas, peut-être dans les médecins et dans le monde académique. Aux États-Unis aussi, donc on a eu un jugement récent. Et là, il faut faire attention à la remontée conservatrice. On s'arc-boute, en fait. On a un petit peu peur de cette évolution, alors que les choses, de ce point de vue-là, ne se passent pas mal. Vous avez le sentiment que si l'avancée médicale de la fécondation in vitro arrivait maintenant dans un contexte où effectivement les choses sont plus tendues, ce serait plus difficile de le développer, Yvon Angler ? Ça dépend où. Aux États-Unis, dans le courant extrême conservateur qui se développe aujourd'hui, il y a un certain nombre d'États américains qui ont pris des décisions concernant le statut de l'embryon qui rendent la fécondation in vitro impossible. Et donc, les cliniques ferment ou se déplacent dans d'autres États américains. Donc, ça veut dire qu'on a un peu le même mouvement que pour la question de l'IVG ? Les deux questions sont évidemment intimement liées. Il n'y a qu'un seul débat sur le statut de l'embryon qui a à la fois un impact sur les traitements de stérilité et à la fois un impact sur la question de l'avortement. D'ailleurs, moi j'ai quand même bataillé toute ma vie professionnelle sur ces questions-là, toujours considéré que c'était le même débat. Et que, évidemment, donner un statut, a fortiori si c'est un statut de personne ou d'enfant à un embryon de 4 cellules, a immédiatement un impact majeur sur la légitimité ou non de faire une interruption de grossesse à 3 mois, à 10 semaines, qui est dans notre législation depuis 1990. Donc évidemment, c'est le même débat, et c'est aussi le même débat, me semble-t-il, sur un point un petit peu différent, mais très important, qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est aussi qui décide, évidemment. Qu'est-ce qui est du domaine de la loi et qu'est-ce qui est du domaine privé, qui est du domaine de chacun d'entre nous de prendre ses décisions pour sa propre vie. En tout cas, en vous entendant tous les deux, aujourd'hui on a beaucoup de questions, on n'a pas terminé, mais j'ai remarqué dans les archives aussi que ce débat en Belgique se déroule de manière assez raisonnable. Il y a, dans nos archives audiovisuelles, il n'y avait pas de cris, de corps, etc. Comme on peut en voir aujourd'hui, parfois dans des débats moraux où il y a des paniques morales qui s'installent et c'est rapidement à l'insulte, voire au principe supérieur. Ici, il me semblait quand même que ce débat en Belgique s'est déroulé dans un certain calme, de manière posée. Et je crois qu'on l'a entendu aussi dans les échanges aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Luc Rogier, merci d'avoir été avec nous, et Yvon Angler également. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.